Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Aujourd'hui, on revient avec vous sur une résolution qui a fait beaucoup de bruit, la résolution 2334 qui a été adoptée le vendredi 23 décembre à l'ONU et qui exige, je cite, l'arrêt immédiat et complet des activités israéliennes de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. C'est la première fois en 36 ans qu'un signal aussi fort est adressé par la communauté internationale à l'État hébreu. Mais ce signal politique, aussi fort soit-il, peut-il être suivi de mesures concrètes? Quelle portée aura-t-il? Pour nous aider à comprendre cette résolution et ses enjeux, nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Mohamed Loulishki. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université d'Al Akhawayn et vous êtes aussi et surtout ex-ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, merci. Avant de parler du contenu de cette résolution, un petit mot sur son contexte d'abord et surtout sur l'attitude des États-Unis qui, pour la première fois, n'a pas opposé de veto. Est-ce que c'est un dernier baroud d'honneur de Barack Obama? Comment interpréter cette attitude américaine? Bien. Alors, le contexte est caractérisé par les éléments suivants. Premièrement, nous sommes à la veille du 70e anniversaire de la résolution 181 par laquelle l'Assemblée générale a accepté la démission d'Israël au sein des Nations unies. Et c'est cette même résolution qui a prôné une solution de deux États. Donc lorsqu'on parle d'une vision de deux États, ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, nous sommes à la veille du 50e anniversaire de la guerre de 67. Et depuis 67, plusieurs tentatives de négocier une solution juste et durable de la question palestinienne continuent à rencontrer des obstacles. Il y a un blocage complet, il n'y a pas eu de négociation depuis 7 ou 8 années. Il y a, comme vous l'avez dit, non seulement la réélection du président Abbas en tant que président de l'autorité palestinienne, mais il y a l'arrivée à la Maison-Blanche de M. Trump. Il y a aussi et surtout une progression de la colonisation israélienne dans les territoires arabes occupés, palestiniens occupés. Il y en a deux fois plus aujourd'hui qu'en 1995. De 1977 jusqu'à nos jours, la colonisation s'est multipliée par 110. On est passé de 4400 à peu près 1,5 million. Et ceci constitue le principal obstacle à la relance des négociations, à une solution de la question palestinienne. Alors, si vous permettez, M. Loulishki, il y a eu cette explosion des colonies et en dépit des résolutions votées par l'ONU, elles se sont faites en violation du droit international. Elles se sont faites en violation du droit international, elles se sont faites en violation des engagements d'Israël qui ont été faits à la conférence de Madrid, qui ont été faits à Oslo pour permettre au peuple palestinien de créer un État viable en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Alors, qu'est-ce que peut changer, avant de voir justement, est-ce que cette résolution peut changer quelque chose, puisque d'autres ont été violées et pas respectées par l'État hébreu, le contenu précis de cette résolution et pour qu'on comprenne bien, c'est quoi une résolution de l'ONU? Quelle est sa valeur juridique? Quelle est sa genèse? Alors, pour schématiser un petit peu, dans les organisations internationales, il y a les recommandations et les décisions. Il y a les décisions qui engagent les États membres. Il y a les recommandations qui sont laissées à la bonne volonté des États membres. La résolution commence à se concrétiser. La plupart du temps, lorsqu'il s'agit de la question palestinienne, l'initiative vient soit de la Ligue arabe, soit de la délégation palestinienne sur place. En l'occurrence, celle-ci a d'abord été portée par l'Égypte. Celle-ci a été portée par l'Égypte parce qu'il y a eu une demande de la Ligue des États arabes pour que le membre arabe au Conseil de sécurité présente cette résolution. Lorsque le Maroc était entre 2012 et 2014 au Conseil de sécurité, c'est le Maroc qui avait la charge
de présenter au nom du groupe arabe les résolutions concernant la Palestine. Donc, lorsque cette résolution est présentée, il y a des discussions qui se font soit dans ces séances privées, là où on se dit tout, soit à titre bilatéral entre les chancelleries, soit même au niveau ministériel et parfois au-delà. Donc ce n'est pas une résolution qui est tombée du ciel, c'est une résolution qui est l'aboutissement d'un long processus où tous les 15 membres du Conseil de sécurité ont été consultés, où tous ont contribué à l'élaboration de cette résolution, où tout le monde a apporté ses amendements pour que cette résolution soit équilibrée et qu'on ne dise pas qu'elle est dirigée contre X ou dirigée contre Y. Alors, le contenu précis et est-ce qu'elle prévoit des sanctions si elle n'est pas respectée? Parce que d'après ce que j'ai lu, il y a un chapitre, le chapitre 7, qui autorise le recours à la force pour assurer la paix et la sécurité dans le cadre de l'adoption d'une résolution, mais elle n'a pas été adoptée sous ce chapitre. Donc est-ce qu'il y a des mesures pour forcer l'État hébreu à respecter cette résolution? Vous êtes en train de me poser une question à double dimension. La première, c'est quel est le contenu de la résolution? Et le 2, quelle est sa portée et quel est son impact? Très schématiquement, la résolution rappelle toutes les résolutions antérieures à partir de la fameuse 242 de 1967 jusqu'à présent et de tous les principes, y compris la terre contre la paix, y compris les initiatives arabes, etc. Elle réaffirme que la création des colonies n'a aucun fondement et constitue une violation flagrante. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité le dit à maintes reprises. Il y a des résolutions qui ont été adoptées auparavant sur les colonies de peuplement et qui disaient exactement c'est ça. La résolution exige d'Israël l'arrêt immédiat et complet de la colonisation et l'adoption de mesures qui puissent inverser les effets négatifs de ces activités. Mais le plus important, et ça c'est le paragraphe qui est nouveau par rapport aux autres résolutions adoptées à ce sujet par le Conseil de sécurité, c'est la première fois que le Conseil de sécurité dit que le Conseil ne reconnaît aucun changement aux frontières de 1967, y compris à Jérusalem-Est, autre que celles qui sont convenues dans des négociations. Et ça, à ce moment-là, et dans le contexte actuel, c'est extrêmement important. Je passe sur les demandes aux deux parties de prendre des mesures pour prévenir les actes de terrorisme, l'invitation à la reprise des négociations et le fait que le Conseil est résolu à faire quelque chose s'il n'y a pas de réponse positive de la part d'Israël. Maintenant, voyons quel est l'impact de cette résolution. Alors, comme vous l'avez dit, la résolution a été adoptée sous le chapitre 6 et non point sur le chapitre 7. Que dit le chapitre 6? Le Conseil de sécurité peut recommander aux États partis à un conflit à une des méthodes pour le règlement. Mais ça reste, il les encourage, il les exhorte, il les invite, mais il n'impose absolument rien du tout. Donc la portée est surtout politique? La portée, elle est diplomatique, elle est politique, elle est morale, mais je pense que 48 heures après l'adoption des résolutions, nous avons quand même senti qu'elle a un certain effet. J'apprends avant de venir au studio que le gouvernement israélien a décidé de suspendre sa décision de créer 500 nouvelles colonies. Est-ce que c'est une mesure d'apaisement? Est-ce que c'est une réaction à la résolution du Conseil de sécurité? Je pense que les prochains jours nous apporterons une réponse à cette question. Donc la marge de manœuvre de l'ONU, dans le cas où cette résolution ne serait pas respectée, elle est minime? Elle est inexistante? Non. Vous savez, le Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'il a dit au cas où, en tant que moyen d'assurer le suivi de cette résolution? Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite. Le Conseil réaffirme qu'il est résolu à examiner les moyens concrets de faire appliquer pleinement ces résolutions sur cette question. Alors, il réaffirme qu'il est résolu non pas à prendre une action, comme c'était dans d'autres situations antérieures, mais uniquement à examiner des moyens concrets de faire appliquer ces résolutions.
c'est très flexible comme formulation, et on est loin parce que quand même, comme je l'ai rappelé, nous ne sommes pas dans le chapitre 7, nous sommes dans le chapitre 6. Ça sera probablement des pressions diplomatiques, des pressions politiques pour que Israël puisse réviser sa politique de colonisation. Mais je pense qu'il faut attendre les prochaines semaines pour voir quelles sont les intentions réelles de l'administration américaine. Alors, je dois quand même dire que, et ça peut-être c'est important, que cette résolution a été adoptée dans cette période de transition. Oui, absolument. C'était ma prochaine question. On arrive à cette période peut-être d'incertitude avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Je ne le qualifierai pas d'incertitude parce que si on retourne un petit peu dans le passé, Reagan, en 1988, dans les derniers jours, c'est là où il a décidé d'inaugurer les contacts avec Yasser Arafat et avec l'OLP. Et là, c'était un acte politique d'une grande signification, d'une grande symbolique. Deuxièmement, M. Bill Clinton, vers la fin de son mandat, a essayé d'intensifier ses efforts en vue de régler, et c'était vraiment un effort véritable, un effort considérable pour essayer de pousser. Maintenant, M. Obama, comme vous le savez, a inauguré son premier mandat. 2 jours après son investiture, il a nommé M. Mitchell et par la suite M. Kerry pour essayer de réanimer et de revitaliser les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais en 2011, les États-Unis ont quand même opposé leur veto à une résolution. Vous savez, ce n'est pas la première fois que les États-Unis opposent un veto ou apposent un veto, et ce n'est pas la première ni la dernière fois que les États-Unis vont laisser passer une résolution en s'abstenant. Vous savez, ça dépend du contexte et ça dépend du paramètre de chaque situation. Et j'apprends, par exemple, que probablement nous allons voir un peu plus clair que M. Kerry va, dans les prochaines heures, décliner la vision de l'administration Obama concernant les paramètres, concernant le cadre du règlement définitif de la question palestinienne. Donc on peut encore s'attendre à des positions fortes américaines d'ici la fin du mandat de Obama? Je voudrais bien y voir une dynamique positive d'essayer de réanimer le processus de paix. Et je mets ça en relation également avec la conférence qui va se tenir à Paris vers le 15 ou le 17 juin. La deuxième conférence internationale pour le Proche-Orient qui doit se tenir à Paris le 15 janvier. C'est celle qui suit celle ministérielle qui a eu lieu en juin dernier. C'est la première fois que vous avez une conférence internationale qui va réunir 70 États membres et qui va essayer un peu de relancer le processus. Et il faut l'espérer parce que je pense que le monde actuel ne peut pas se permettre de faire durer ce blocage. La région du Moyen-Orient, c'est une région qui connaît beaucoup d'instabilité, qui connaît des conflits, qui connaît des tensions, qui connaît des actes de terrorisme. Et je pense qu'un effort convergent de la part des cinq permanents et de tous les pays qui peuvent avoir une influence sur Israël sera salutaire pour la paix et la sécurité dans cette région si névralgique du monde. Dernière question, Monsieur Loulichki, vous le disiez tout à l'heure, c'est un signal politique fort donné par la communauté internationale en faveur d'une solution à 2 États. Est-ce que c'est une solution qui est encore envisageable et qui est encore viable aujourd'hui? Je ne dirais ni envisageable ni viable, je dirais qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. On ne peut pas... on a à un moment donné pensé, et des sondages d'opinion avaient évoqué l'idée d'un seul État démocratique dans lequel vivraient et les Palestiniens et les Israéliens, mais ça c'est je ne pense pas qu'elle ait quelque chance de voir le jour étant donné les positions des uns et des autres. La solution de 2 États vivant en sécurité l'un à côté de l'autre, c'est une concrétisation de la vision de 1947, en fin de compte. 2 États qui
dans des frontières qui vont sûres. essayer de vivre dans la sécurité réciproque, parce que la sécurité d'Israël est dans la satisfaction des droits nationaux de l'État palestinien. Et comme vous le savez, le Maroc a fait beaucoup, et Sa Majesté le Roi, en tant que président du comité Al-Quds, a toujours été aux côtés des Palestiniens pour pousser à travers le dialogue et à travers la compréhension mutuelle pour qu'il y ait une solution juste et durable qui puisse garantir aux Palestiniens un État viable avec Jérusalem-Est comme capitale et qui pourra enfin faire inaugurer à cette région importante du monde une ère de paix, de stabilité et de coopération et de coprospérité. Merci beaucoup, Monsieur Lelishki, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes ex-ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies et professeur de relations internationales à l'université d'El Akhawaïn. Merci encore. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel entretien. Bonne journée à tous.